Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes Congolais qui ont transformé les défis en opportunités. Il y a, les deux sont des entrepreneurs. Il y a un qui évolue dans l'entrepreneuriat classique, je vais dire, il est dans le tourisme médical, Monsieur Tikendamba. Et il y a l'autre qui est un artiste comédien, mais aussi un entrepreneur culturel. Bienvenue à Bitalk. Bienvenue. Merci. Alors, je vais commencer par Monsieur Tikendamba. Euh, nous allons commencer par le début de votre parcours. Nous savons que le tout début du parcours ne connaît toujours pas un essor aussi florissant. Il est toujours enveloppé des épines. Et vous rencontrerez parfois de embûches sur votre chemin. Mais euh, quel a été les plus grands obstacles au début de votre carrière? Merci pour la question. Moi, le développement de ma carrière a eu deux phases. La première phase était vraiment le commencement parce qu'on n'a pas commencé ici au Congo, on a commencé à New Delhi, en Inde, et puis le commencement ici au Congo. Je dirais le début au Congo a été un peu difficile comparativement au début en Inde. Pourquoi? Parce que euh, la confiance. Les gens ne croyaient pas à ce qu'on voulait. Les gens ne croyaient pas à ce que nous avions comme vision. Et c'était très compliqué. Du fait d'avoir les gens à payer, les loyers, les taxes, et les gens ne croyaient pas. Si les gens ne croyaient pas, ils ne te payent pas. Donc c'était vraiment compliqué au début. Mais comme j'aime le dire, l'entrepreneuriat, c'est un sport mental. Et si tu tiens, ça finit toujours par marcher. À quel moment vous avez compris que euh, à quel moment vous avez compris que la persévérance allait être votre plus grande force? C'est depuis le début, comme je l'ai dit, moi j'ai eu la grâce ou la chance d'entrer en entrepreneuriat préparé. Préparé déjà sur le mindset qu'il faut avoir pour affronter le monde. Ok. Et je savais déjà que il faudrait avoir ce mental de fer pour persévérer, pour continuer à donner, à faire ce que je pensais était mieux pour moi. Et je m'étais préparé au rejet, au rejet et au refus de ce que les gens pourront faire, pourront renvoyer vers moi. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à avoir des refus, mais on a évolué. Ça nous a donné un peu de peu de réussite qu'on a eu, de peu de résultats qu'on a eu. Ça nous a donné Espoir. non seulement l'espoir, mais le courage de continuer et de dire que même si lui dit non, l'autre peut dire oui et on continue à avancer. D'accord. Alors, je reviens vers vous. Maintenant, je vais m'adresser à Monsieur Guécho Rocambole. Euh, déjà, on vous appelle parfois Guécho, on vous appelle parfois Rocambole, on vous appelle parfois... vous avez tellement de noms qui se rapportent voilà, à votre art. Ok. Comment vous vous présentez? Comment vous voulez qu'on vous appelle si jamais on vous rencontre en cours de route? Bien, bon, Gesho, Rocambole, ce sont des personnages bien qui ça nous pourchassent d'ici jusqu'à dans la vie normale. Et moi, je suis Monsieur Gelo, Gelo Ingange Mbambo. C'est mon prénom et le nom de ma famille, c'est Ingange. Mais le personnage, du fait que peut-être ça convainc le public, et le personnage nous pourchasse jusqu'à dans la vie normale. On oublie voir même votre prénom pour vous identifier à un personnage. Voilà, si moi ça ne me gêne à rien si on m'appelle le nom de ces personnages que j'interprète et aussi mes prénoms propres ou encore mes noms de famille, ça ne me gêne à rien. Alors, c'est tellement difficile à nos jours. Déjà, lorsqu'on doit s'identifier artiste et comédien. Vous Exactement. voyez, Ça a une connotation. exactement. Mm. Lorsqu'on parle surtout du théâtre, Ouais. le théâtre de chez nous, je ne suis pas sûr qu'il y a une maman qui voudrait que son enfant devienne absolument un artiste
de théâtre. Exactement. Pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on vous regarde, on voit combien vous êtes épanoui dans ces domaines-là. Mais c'était très difficile, je pense. Mais quel sacrifice avez-vous dû faire pour vivre de votre art et de vos activités entrepreneuriales aujourd'hui? Bah, vous savez, euh, le travail, c'est l'amour indivisible. On avait un défi déjà quand vous parlez du théâtre ou encore d'un comédien qui avait une connotation comme une injure, une insulte, voilà, bateau maboki, bateau ya théâtre. On a jusque-là ces défis d'échanger un peu la perception d'un comédien. Les gens doivent changer la façon de voir un comédien et c'était pour nous vraiment un défi. Bien que tout au début, ça n'a pas été aussi facile, mais nous avons ces combats-là jusqu'à nos jours d'échanger cette perception des comédiens, de donner un peu aussi les goûts à ces gens-là qui nous suivent, d'embrasser aussi la carrière que nous faisons, étant les artistes et comédiens. Le théâtre, c'est un métier noble qui date depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Donc, les théâtres, déjà, ça s'est joué devant le roi. Et il existait des théâtres bourgeois. Pourquoi pas aujourd'hui ne pas l'exploiter aussi comme c'est là? Ça a eu un départ où les gens le faisaient comme on le faisait, mais aussi, cela n'exclut pas aujourd'hui, nous pourrons donner une touche professionnelle pour que les gens comprennent que nous pouvons aussi embrasser cette carrière et aussi pourquoi ne pas le faire vraiment notre profession. Ça sera quelque chose de meilleur pour le public qui nous suit. Voilà. Voilà. La prochaine fois, on reviendra justement sur la genèse même de l'étymologie ou je sais pas, de comment vous avez puisé dans le théâtre, parce qu'il y a quand même une différence, on doit se le dire. Le théâtre, je sais pas si on l'appelle communément le théâtre classique, devant le public. Déjà, pour moi, donc, on reviendra pour ne pas galvauder de notre temps, donc on y reviendra. D'accord. Pour moi, les théâtres classiques, ça n'existe pas. C'est limité au 19e siècle, ça n'existe presque plus. Aujourd'hui, les théâtres populaires, tout comme les théâtres qui se disent classiques, nous sommes tous dans les populaires. Parce que le théâtre, c'est par là, ça s'est dit en prose. Ce n'est plus, il y a plus de normes classiques qui existaient avant. Aujourd'hui, il y a une évolution et parce que les gens ont tendance à dire que ceux qui font l'INA, ce sont ceux-là qui font du théâtre classique. Pas forcément. Donc, le jour à venir, on aura le temps vraiment d'expliquer et de donner un peu de la différence entre ce qui est du théâtre classique et du théâtre populaire pour essayer un peu de donner de la matière à ceux qui ont peut-être de l'ignorance sur ce domaine. Ouais. Exactement. Alors, on va dans l'autre, je vais dire, branche, qui est la ténacité face aux difficultés. Ouais. J'espère quand même, dans vos domaines respectifs, vous avez dû rencontrer tellement de difficultés, exactement, mais vous n'avez pas cédé à ces difficultés-là. Vous avez été ténace, persévérant à votre vision. Alors, quelle est la plus grande preuve qui a failli vous arrêter un moment, Monsieur Ticket? La plus grande épreuve. Bon, je ne pense pas vraiment dans ma tête qu'il y a eu un événement qui m'a poussé à vouloir abandonner. Découragé des fois, oui, comme je dis, par le manque de soutien, par le manque d'appui, surtout au niveau du gouvernement ou bien au niveau de notre société. On a du mal à émerger, on a du mal à faire mieux, on a des ressources qui sont limitées. On aimerait vraiment être soutenu par le gouvernement. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai vécu en Inde depuis très très longtemps. J'ai étudié là-bas, j'ai commencé à travailler là-bas. En Inde, il y a des secteurs où les étrangers ne peuvent pas entreprendre. Donc, vous êtes étranger, il y a des secteurs, il y a des choses où vous ne pouvez pas faire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent laisser la place à leurs propres citoyens. Ça leur permet de créer des riches, de créer des entreprises et de produire, de gagner plus d'argent. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous.
Chez nous, dans n'importe quel secteur, on peut trouver les étrangers. Et les étrangers, déjà, quand ils viennent, nous sommes africains, on le sait déjà. La peau, ça peut être jaune ou blanche ou n'importe quelle. Ça a un peu plus d'avantages, peut-être juste par sa présence. On peut plus le privilégier que nous qui ont le peau noire. Disons-le comme ça. Mais aussi, quand ils viennent ici, ils viennent souvent avec beaucoup de capitaux. Des capitaux que nous, on n'a pas. Ça veut dire quand l'État ne nous protège pas, ne limite pas des circonférences où les étrangers peuvent entreprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? L'État nous expose à des compétiteurs qui sont plus outillés que nous, avec plus de ressources que nous, et ça nous détruit. Je ne dirais pas que ce sont des choses qui m'ont poussé à vouloir abandonner, mais ça décourage un peu. L'État ne nous protège pas. Normalement, notre État, notre pays, l'État doit créer une circonférence ou des limites pour les étrangers. Ces domaines, ne touchez pas. Faites ça, et laissez ça à nos compatriotes. C'est comme ça que nous devenons des millionnaires, comme le président le veut. En nous sécurisant, non seulement on nous donne les marchés, mais on nous sécurise. Et on nous soutient. C'est comme ça qu'on pourra devenir des millionnaires, comme le chef de l'État l'a dit. Justement, vous avez pleinement raison. Je reviendrai vers vous pour pouvoir développer, en fait, demander peut-être au gouvernement, au président, c'est